Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue dans votre podcast quotidien. Nous sommes le 14 septembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce Z-Podcast. Plongeons immédiatement dans l'actualité du jour. Si demain vous touchiez un héritage, l'accepteriez-vous ? Eh bien, c'est de moins en moins le cas en Belgique. Pourquoi ? Malheureusement parce qu'il n'y a pas grand-chose, ou pire, il y a des dettes. On parlera mode et prêt-à-porter. D'abord avec le mouvement de Future We Want et à la fin de l'émission avec Hamid Faljaoui. La fast fashion pour le collectif. C'est vraiment une abomination. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. La fast fashion cause des dégâts considérables, aussi bien sur l'environnement que sur le plan humanitaire. C'est le constat dressé par une délégation de jeunes Européens présents à Bruxelles ce vendredi pour alerter sur les abus de cette industrie. La fast fashion, c'est un gros problème autant pour l'environnement, mais aussi c'est des problèmes d'inégalité sociale et de genre. Pauline Cubelier fait partie de la délégation. Ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre et juste pour la teinture, c'est 20% de la pollution des eaux du globe. Au niveau des inégalités, on remarque que 80% des travailleurs sont des femmes et il y a une inégalité de salaire de 35 à 49%. Et ça fait aussi travailler les enfants. Enfin, c'est vraiment une abomination. La fast fashion représente environ 250 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Ce modèle favorise une production rapide et à faible coût, entraînant une baisse continue des prix des vêtements et plaçant les acteurs du prêt-à-porter dans une situation difficile. La délégation européenne appelle l'Union à mettre en place un cadre plus strict pour encadrer ces pratiques. Lune Kuhlmann, participante du mouvement de Future We Want. On est allé chez des eurodéputés européens, belges, roumains et italiens. On a déposé nos 4 recommandations. La première, c'est de contrer le greenwashing. La deuxième, c'est de bannir la publicité. La troisième, c'est de définir qu'est-ce que la fast fashion. Et la quatrième, c'est de taxer les produits non soutenables. La fast fashion génère également 92 millions de tonnes de déchets textiles par an. En moyenne, les consommateurs achètent 60% de vêtements en plus chaque année par rapport à il y a 15 ans. Mais ne les portent que 7 fois avant de s'en séparer. Z sur 7 à la une. Le refus d'hériter devient de plus en plus courant. Entre janvier et juin de cette année, plus de 30 000 Belges ont renoncé à une succession chez leur notaire, soit une augmentation de 11% par rapport à 2023. D'après la Fédération des notaires, cette hausse s'explique principalement par la simplification des démarches. Depuis 2018, les Belges peuvent renoncer à une succession directement chez leur notaire, alors qu'auparavant, cela devait se faire devant le tribunal. Sylvain Blavier est porte-parole de notaire.be. Les gens sont mieux informés, donc vont renoncer plus facilement. Et le troisième facteur, c'est un facteur sans doute qui est lié notamment à la situation économique et financière des gens. Et donc on est de plus en plus, avec la crise économique, peut-être avec des patrimoines qui sont faibles. Et donc on va être tenté de renoncer plus facilement, malheureusement, parce qu'il n'y a pas grand-chose, ou pire, il y a des dettes. En cas de décès, vous avez plusieurs options. Accepter la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou la refuser. Si vous choisissez de renoncer à la succession, cela est généralement gratuit, à quelques exceptions près. Si l'actif de la succession est inférieur à 6 093 €, en fait, l'acte est gratuit, donc pas de souci. Par contre, si vous renoncez par complaisance, vous n'avez plus de contact avec vos parents pendant 20 ans, vous ne voulez pas hériter d'eux, là ce serait une renonciation qui sera payante, puisque au bout du compte, vous ne renoncez pas pour éviter des dettes, mais tout simplement parce que vous ne voulez rien avoir à faire avec certaines personnes, avec les personnes décédées. Si vous renoncez, les droits de succession sont transférés aux autres membres de la famille. Si personne n'est en mesure de régler les dettes, l'État prend en charge la succession. Cela fonctionne également dans l'autre sens. Les héritages non réclamés rapportent environ 10 millions d'euros par an à l'État. Z sur 7 à la une.
Brussels Airlines renforce son offre long courrier et consolide sa présence en Afrique. La compagnie ajoute 3 Airbus A330 à sa flotte, prévoit 250 recrutements et investit 100 millions d'euros dans la rénovation de ses cabines. Le timing de ces investissements peut sembler discutable, étant donné les années difficiles qu'a traversées Brussels Airlines. Après 5 années de pertes, la compagnie a retrouvé des bénéfices l'année dernière, mais n'a pas réussi à les maintenir. De plus, au début de l'année, le personnel a exprimé son mécontentement à travers des grèves, reprochant à la direction de ne pas investir suffisamment en faveur des employés. Brussels Airlines a également révélé un partenariat avec Air Baltic. Dans le cadre de cet accord, Air Baltic fournira 4 avions et des membres d'équipage à Brussels Airlines pendant les mois d'été les plus chargés, pour une durée de 3 ans. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Un suivi quotidien de la bourse et des marchés internationaux, c'est ce que nous vous proposons encore aujourd'hui. Pour nous accompagner, retrouvons Nicolas Deltour, expert chez Belfius. La BCE a bien baissé ses taux comme prévu hier, mais les marchés ont déjà tourné la page et désormais, toute l'attention se porte sur la Fed américaine. Oui, et malgré la volatilité du mois d'août qui risque d'ailleurs de continuer, les marchés ont plutôt bien accueilli les nouvelles récentes des banques centrales. Ils ont surtout compris que tant la Banque centrale américaine que la Banque centrale européenne commencent à tenir le même discours, qu'il y a une forme d'émulation positive entre les deux banques centrales et qu'il n'y a plus vraiment d'obstacle à cette poursuite d'un assouplissement monétaire. Et comme vous l'indiquez, les marchés regardent déjà vers la Fed, la Federal Reserve, avec le sourire, puisqu'en principe, la semaine prochaine, la question n'est plus s'il y aura une baisse des taux, mais plutôt quelle en sera l'ampleur. Et ça confirme ce qu'on anticipait depuis un bon moment, à savoir le retour de la pantification de la courbe des taux. La repantification, un terme du jargon boursier que Nicolas Deltour vulgarise pour nous. Alors, c'est tout simplement le retour à une forme de situation normale où les taux courts sont plus bas que les taux longs. Et ce retour à la normale devrait opérer en 2025, en principe. Bref, bienvenue dans le monde d'avant, où le cash et les liquidités ne rapportent pas grand-chose, où il faut investir à long terme pour gagner et prendre du risque pour gagner encore plus. Voici le signe du grand retour des actions. Effectivement, parce que non seulement la courbe des taux va se repantifier, mais elle va aussi subir un mouvement général baissier. C'est-à-dire que cette pantification vient plus d'une baisse plutôt matérielle des taux courts qu'une hausse des taux longs. Ces taux longs, d'ailleurs, sont plutôt stables, voire même ont tendance à baisser. Donc la balance entre les actions et les obligations revient vraiment plutôt à la faveur des actions pour les mois qui viennent. Ce n'était pourtant pas une erreur d'investir dans les obligations. Pour celles et ceux qui ont acheté des obligations d'entreprise ou des fonds d'obligations d'une durée suffisante, c'était certainement un très bon choix, surtout s'ils l'ont fait l'année dernière ou au premier semestre. Ils ont gagné sur les 12 derniers mois plus que sans doute ce qu'ils ont pu gagner sur le même type d'actifs sur les 5 ou 10 dernières années. Donc ils ont capté un beau taux à l'entrée et ils ont bénéficié aussi des mouvements récents. Vous savez que quand les taux baissent, les prix des obligations montent. Et donc il y a beaucoup de fonds d'obligations qui ont bénéficié de ce double phénomène, un beau rendement capturé au départ, et puis on est boosté par la baisse des taux. Donc certains ont gagné plus de 8% sur l'année écoulée. Donc pour des placements liés aux taux, c'est vraiment pas mal. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Inditex, ce nom ne vous dit probablement rien, mais il s'agit de la maison mère des grandes marques de prêt-à-porter, telles que Zara, Bershka, Stradivarius ou encore Massimo Dutti. Inditex a publié d'excellents résultats en affichant un bénéfice de 2,7 milliards. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, analyse cette success story en 3 questions. Première question, dans un secteur en souffrance, comment expliquer de tels résultats ? C'est vrai que c'est une société qui est cotée en bourse, c'est le leader mondial du prêt-à-porter, en tout cas dans le milieu de gamme, et c'est vrai que c'est étonnant d'avoir des chiffres aussi stratosphériques, aussi positifs, alors que vous venez de le dire, le secteur du vêtement, surtout du milieu de gamme, souffre, on le sait, à travers des marques aussi connues que Camaïeu, Naf, Koukaï ou encore Esprit. Alors certains ont mis la clé sous le paillasson, d'autres sont à l'agonie, et on se dit, mais comment Zara, qui est aussi dans le milieu de gamme, y arrive ? L'une des raisons, alors qu'ils ont souffert des mêmes maux, c'est-à-dire la
pandémie qui a porté un coup dur à l'industrie. Et puis l'inflation qui a aussi joué sur le pouvoir d'achat, puisque finalement les gens, notamment c'est les classes moyennes et populaires qui sont concernées par ces marques-là, se disent entre le loisir, les vacances et mon forfait numérique, j'ai vite fait le choix et ce sera au détriment des vêtements. Et donc visiblement Zara n'en a pas souffert. Et l'une des raisons, c'est parce que l'héritière du groupe Marta Ortega a décidé, après la pandémie, de monter en gamme et donc de faire en sorte d'augmenter le prix du panier moyen des clients qui la visitent. Et c'est ce qui sauve en fait Zara. D'accord, mais sur quelle stratégie commerciale repose ce succès ? La direction de Zara a très bien compris que sur ce combat-là, des prix, elle allait perdre. C'est une spirale qui va l'entraîner vers le bas. Et donc, plutôt que de jouer cette partie-là, ils ont préféré jouer sur la montée en gamme, qui leur permet d'avoir un panier de moyens qui compense la perte des gens qui sont venus chez Zara uniquement pour le prix. Ceux-là, ils savent qu'ils vont les perdre d'office. Et comment est-ce qu'ils sont montés en gamme ? Vous le voyez aussi à travers, en tout cas ceux qui vont chez Zara ou ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de boutiques parce qu'ils ont fermé pas mal de boutiques pendant la pandémie. Ils en ont ouvert d'autres, mais beaucoup plus grandes, avec une véritable expérience client, avec des caisses automatisées, avec le fait que vous puissiez récupérer ce que vous avez commandé par le net, etc., sur place, etc. Il y a une vraie expérience client et ils font aussi appel. C'est vrai, ils sont très très proches, je dirais de la mode, etc., puisqu'ils font appel à plus de 700 designers de par le monde et aussi ils travaillent avec 350 startups pour les aider à faire des vêtements plus durables, puisque Zara aussi était critiqué pour un certain nombre de choses. Pour finir, la chaîne d'approvisionnement d'Inditex a-t-elle une responsabilité dans le succès commercial du groupe ? Oui, parce qu'en fait, beaucoup de concurrents, notamment H&M et Zara, travaillent beaucoup avec des fournisseurs qui sont en Chine, au Vietnam, au Bangladesh ou je ne sais où ailleurs. Et c'est pas du tout l'optique de Zara. Il faut dire que Zara fait à peu près 63% de ses ventes en Europe. Et donc, ils font ce qu'on appelle du nearshoring. Ils font appel à des fournisseurs qui sont ou dans le sud de l'Europe ou dans le pourtour méditerranéen. Donc, en fait, à peu près 50% de la production de Zara est faite en Espagne ou au Portugal. Ça sert encore l'Europe, mais aussi au Maroc et en Turquie. Ça permet d'avoir des délais de livraison beaucoup plus rapides et je fais allusion aux 750 designers, etc. Donc dès qu'on hume l'air du temps, parce qu'ils monitorent en temps réel les goûts des gens, des jeunes comme vous, etc. Et ils adaptent ça et 3 semaines après, c'est dans votre étalage. Chers auditeurs, nous voici au terme de cet épisode. Merci de votre fidélité et à demain pour d'autres actualités économiques de Canal Z. Dans le Trends Talk de demain, retrouvez Arnaud Fist, le CEO de Brussels Airport. À bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.